Amis téléspectateurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ecomac. Ecomac, le rendez-vous de l'économie sur la RTS1, fruit également du partenariat de deux groupes de presse que sont la RTS et le groupe Soleil. Je suis en compagnie, comme tous les mois, de mon confrère du Soleil Business, Abou. Bonsoir. Bonsoir, Daha. Bonsoir. Au sommaire donc de ce nouveau numéro de Ecomac, la pêche sénégalaise qui maintient son expansion, elle contribue à hauteur de 3% du PIB. Et puis la tomate sénégalaise a vu sa production passer du simple au double, constat dans ce reportage de Ecomac. Et puis également, large fenêtre sur un marché pas comme les autres, au fruit de plusieurs passions, le marché des assurances que nous présentera Aram Dawa. La pêche sénégalaise comme pilier important de l'économie nationale du Sénégal. Ses recettes annuelles, quelques 200 milliards de nos francs. Elle contribue, comme je le disais, à hauteur de 3% de la croissance nationale. Mamadou Sambonero. Avec 204 milliards de francs CFA de recettes annuelles, la pêche est classée premier secteur d'exportation du Sénégal. En plus de cette performance financière, la pêche contribue grandement à la sécurité alimentaire, à la nutrition, surtout en matière de protéines, et constitue un vecteur de sauvegarde d'un pan entier de la culture locale, surtout le long du littoral, la côte et les foyers pêcheurs. L'activité pèse 3,4% du produit intérieur brut, emploie près de 6 000 personnes et forme à la relève familiale. Pour soutenir la population active de la pêche, les pouvoirs publics, sur orientation du chef de l'État, ont mis sur pied un fonds de 29 milliards de francs CFA. Ce financement est destiné principalement à la subvention des moteurs. L'appui aux femmes transformatrices, la construction et la rénovation d'infrastructures sont entre autres piliers de la politique de développement de la pêche au Sénégal. Sauf que la pêche illégale absorbe chaque année près de 100 milliards de francs CFA de recettes, ce qui constitue une perte énorme pour le budget de l'État. Pour y remédier, des dispositions sont prises, notamment un code de la pêche beaucoup plus répressif et de loin plus dissuasif. Après donc cette pêche, la tomate, dont la production a connu une hausse, la campagne 2016-2017 est à plus de 52 000 tonnes sur un objectif de 80 000. L'objectif qui s'est fixé à les organisateurs, mais également les acteurs concernés. En plus, donc, plusieurs sociétés sont prêtes pour l'élevage de certaines tonnes. Retour sur un document exceptionnel de la rédaction du journal télévisé. Il est signé par Bounatiao. La vallée du fleuve est l'une des rares zones du pays qui réunit toutes les conditions pour la culture de la tomate industrielle. Cette année, la filière a réalisé une performance de 53 000 tonnes, une barre qu'elle n'avait plus atteinte depuis quelques années. On a vécu au moins 3 années extrêmement difficiles au sein de la filière. Des années où, par exemple, une année, l'un des industriels n'a pas participé à la campagne. Une année où nous avions voulu faire 80 000 tonnes de tomates fraîches, un des industriels a désisté aussi également à la dernière minute. Et ça nous a causé énormément de difficultés ces 3 dernières années. La tomate sénégalaise reprend des couleurs, c'est le résultat d'un ensemble de mesures. L'appui surtout de l'État qui nous a subventionné l'engrais très tôt, de financement qu'on a aussi reçu également très tôt au niveau de la CNCA. Ça nous a permis quand même cette année de faire une campagne très acceptable à mon avis. Parce que de 28 000 tonnes à 53 000 tonnes, quand même, on se dit qu'on est sur de bonnes routes quand même pour relancer cette filière qui a eu énormément de difficultés. Côté financement, les volumes de crédit ont littéralement augmenté. La filière est d'autant plus organisée que toute la production repose sur une contractualisation en amont avec les industriels. La tomate n'est financée que sur la base d'un contrat de production. C'est un produit périssable. On ne peut pas se donner la possibilité de financer un produit périssable sans pour autant se soucier du contrat de commercialisation. Donc, dans tous les dossiers que nous finançons, il y a un contrat qui lie le producteur à un transformateur qui s'engage à acheter sa production, mais aussi qui s'engage à rembourser quand il enlève la production sur un délai qui est bien déterminé. Les producteurs sont d'avis que les 120 000 tonnes de l'autosuffisance restent encore très accessibles, mais il faudra que les industriels s'impliquent davantage. Avec l'arrivée des 2 industriels,
c'est là où les problèmes ont commencé à surgir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une année, un des industriels, nous, on avait voulu faire par exemple plus de 80 000 tonnes. À la dernière minute, il s'est retiré pour dire qu'il ne participait pas à la campagne. Alors on était obligé de faire 40 000. Il y a également une année en 2013 où nous avions la possibilité d'atteindre les 120 000 tonnes. Cette année aussi, un des industriels a dit qu'il ne pouvait prendre que 20 000 alors qu'il avait la possibilité de prendre 50 000 ou 60 000. Pour des raisons mercantiles, les transformateurs s'orientent de plus en plus vers le triple concentré aux grandes dames des producteurs locaux. La seule usine implantée dans la vallée a accepté de nous ouvrir ses portes, mais sur place, aucun responsable ne veut s'exprimer sur la question. Les acteurs en appellent à l'intervention de l'État, car à ce niveau, les manques à gagner sont énormes. Le tomate, c'est un produit périssable. 300 km de transport, c'est pas normal. Ce gaz, il est là, à 7 km. Il n'y a pas de problème. Mais les deux usines-là, il faut faire le maximum possible pour descendre les vallées. Je pense que c'est une bataille aujourd'hui que tous les acteurs sont en train de mener pour qu'on retourne encore à la situation antérieure et dépasser même ces niveaux-là. Parce que le potentiel, il est là. Aujourd'hui, les conditions agronomiques de production de la tomate industrielle sont réunies dans la vallée du fleuve Sénégal. Les acteurs qui s'adonnent aussi à la production ont une certaine expérience. C'est des acteurs qui produisent de la tomate depuis des années. Les transformateurs qui généralement posent un problème, le marché est là. Pour la prochaine campagne, les engagements de production sont plafonnés à 80 000 tonnes, une échelle que les producteurs entendent dépasser largement pour prouver encore que la tomate... On retrouve mon confrère Abdou du Soleil Business. Abdou, on se retrouve donc pour le fil de l'actu avec des données chiffrées. On démarre par les zones économiques spéciales. L'objectif, c'est surtout d'équilibrer un peu les implantations industrielles qui sont fortement installées, concentrées à Dakar, contrairement dans les autres régions. Et ici, en fait, elles sont au nombre de 37 entreprises, dont 9 sénégalaises, qui sont attendues donc, au niveau de ces qui seront implantées effectivement dans cette zone. Donc, pour ce qui concerne la création d'emplois, donc selon le ministre des Finances, de l'économie et des finances, donc qui a déclaré que 15 000 emplois directs sont attendus et 8 000 emplois indirects, donc qui vont aussi vraiment sortir de ces ZES qui seront implantés à Diamniadio. C'est ça, donc plus de 20 000 emplois qui sont attendus dans cette zone de Diamniadio. Mais également, il y a des projections qui ont été faites, qui vont impacter même sur les ressources nationales. Exactement. Pour ce qui est de ces projections, elles portent sur d'abord les exportations, sur le produit intérieur brut. Et pour ce qui est des exportations, 79 milliards de francs CFA sont attendus pour la première année d'exploitation de ces ZES. Concernant un peu l'impact de ces ZES sur la croissance économique, autrement dit sur le PIB, l'impact est estimé pour le moment à 58 milliards de francs CFA. Là, c'est des projections qui seront estimées pour la première année d'exploitation de ces ZES, des zones économiques spéciales. On va évoluer dans la sous-région, mais c'est pour parler des échanges intracommunautaires au sein de la CEDEAO. Pour ce qui est des échanges intracommunautaires, il y a, en fait, le niveau des échanges entre pays africains est jugé vraiment très faible par rapport aux autres zones. Actuellement, le montant estimé est de 15 milliards de dollars selon la commission de la CEDEAO. Et c'est vraiment faible comparé, par exemple, aux échanges dans la zone Europe ou bien dans la zone asiatique. Dans ce cas, même pour ce qui est des États-Unis, ces échanges dépassent même 50%. Donc, c'est très faible. Les échanges portant sur les pays africains sont extrêmement faibles, vraiment comparés aux autres zones. Après la CEDEAO, dans le volet des échanges intracommunautaires, on va s'intéresser aux chiffres relatifs à la coopération entre l'Afrique et la Chine, Abdou. Oui, cette coopération vraiment est jugée dynamique vu les résultats qui ont été rendus publics par les autorités chinoises. Et on a constaté que les échanges commerciaux entre la Chine, la deuxième puissance économique mondiale, et l'Afrique, les échanges sont estimés, le volume de ces échanges est estimé à 38,8 milliards de dollars, soit une augmentation en valeur relative de 16,8%. Pour ce qui est des projections de 2020, portant toujours sur les échanges commerciaux, 400 milliards sont estimés
estimé à 400 milliards de dollars d'ici 2020. La Chine qui se positionne donc en Afrique, c'est un positionnement également qui se matérialise par l'implantation d'unités industrielles. D'après toujours ces chiffres, il y a plus de 3300 entreprises chinoises qui sont installées en Afrique. Et pour ce qui est du volume de leur investissement, il est estimé à 50,38 milliards de dollars. Elle a des zones économiques spéciales quand même qui sont installées dans 15 pays africains. Et c'est avec 435 entreprises, n'est-ce pas, qui sont installées dans ces zones économiques spéciales implantées en Afrique. Leur volume aussi d'investissement est estimé à 19,35 milliards de dollars. La Chine donc a une puissance qui se positionne en Afrique, mais elle se positionne également sur le marché américain puisqu'elle est la première détentrice des bons de trésor de l'État américain. Exactement. Jusqu'à c'était d'obtenir de l'argent sur le marché monétaire, ils peuvent émettre des titres publics ou bien faire des emprunts. Et maintenant, la Chine a acheté beaucoup de ces titres. Et maintenant, c'est pourquoi elle est devenue, depuis quelques mois, le premier créancier des États-Unis pour ce qui, avec un endettement estimé à 1146 milliards de dollars. Soit 20% de la dette détenue par les États étrangers. La Chine donc qui détrône le Japon. On va regarder le top 5 de la dette américaine. En fait, c'est les pays qui détiennent les bons de trésor américains. Exactement. La Chine est suivie par d'autres pays. Donc, après la Chine, il y a le Japon qui vient en deuxième position, suivi de l'Irlande aussi. Donc, il détient une part importante de la dette américaine. Aussi, il y a le Brésil, donc, et suivi des îles Caïmans, qui est aussi un paradis fiscal. On va rester dans cette problématique de positionnement pour reparler du Sénégal qui occupe la 4e place au sein de la conférence interafricaine des assurances, le portefeuille du chiffre d'affaires de notre pays. 400 milliards de nos francs avec la découverte du pétrole et du gaz. Le Sénégal espère gagner 2 places pour se hisser à la 2e place. Large fenêtre de Ecomac sur un marché qui suscite de réelles passions, c'est celui des assurances. Une immersion signée Aramdao. Les assurances ont la faveur des chiffres au Sénégal. 7% de taux de développement, 140 milliards de chiffres d'affaires, mais rapporté au potentiel, on est encore loin du satisfait. Parce que le potentiel actuellement, on peut le chiffrer à plus de 250 milliards. Donc si on a comme étalon cette structure chiffre d'affaires au niveau de la ciment, nous sommes en 4e position, derrière la Côte d'Ivoire, derrière le Cameroun et derrière donc, le Gabon. Mais comme je disais tantôt, avec, comme vous le savez, la découverte des ressources minières et pétrolières de dernière génération, nous pensons pouvoir donc capter des opportunités qui nous permettraient, Inch'Allah, de passer de la 4e à la 2e position. Pour améliorer ce chiffre d'affaires, il va falloir aussi que les assureurs travaillent sur cette image assez écornée qu'ils véhiculent. Ce phénomène est tel que Beidissi, qui a l'expérience de l'assurance, a dû mettre en place une association de défense des assurés. Vous êtes assuré chez moi. Vous avez un problème. Je pense que la première des choses, c'est l'accompagnement. C'est la prise en compte de votre problème. Je prends en charge, je vous accompagne, je vous assiste. Même si, au bout, je ne vous indemniserai pas parce que l'indemnisation est indue, parce que vous n'y avez pas droit. Mais n'empêche qu'il y a quand même une part d'assistanat que je dois vous porter. Et ça, cela ne se voit pas. Ou cela se voit très peu. Alors, je ne vais pas incriminer toutes les compagnies. Il y a des compagnies vraiment qui sont diligentes dans ces genres de trucs, mais il y a des compagnies alors qui ne méritent même pas d'avoir leur agrément. Loin de s'en défendre, la Fédération des assureurs juge fondé les reproches. C'est le défi de la crédibilité qu'elle entend relever dans son nouveau plan stratégique. Parce que nous vendons un produit qui souvent n'est pas connu. Et si derrière, nous n'avons pas une approche de crédibilité, ça peut amener le Sénégalais moyen à être un peu réticent par rapport à la solution d'assurance que nous proposons. On est en train d'élaborer un plan stratégique. Et ce plan, pour sa mise en œuvre, nous avons commencé par faire une étude en interne de nos faiblesses.
Et on l'a fait sans complaisance. Nous nous sommes rendus compte effectivement que notre image était écornée par le fait que beaucoup de compagnies d'assurance du marché ne payent pas les sinistres. Nous sommes entendus pour que ces compagnies respectent leur engagement. Peut-être qu'à terme, les assurés seront aussi satisfaits que cet automobiliste. Il tire le chapeau à sa société d'assurance. On n'a pas de problème avec nous. À chaque fois, si on a un constat ou une infraction, on n'a pas de problème, franchement. Une chose est sûre, le secteur n'est pas livré à lui-même. Il existe une direction des assurances qui veille au grain pour une meilleure qualité de service. Au niveau des assurances, nous sommes reliés un peu à un système régional, qui est le système de la CIMA. Donc si vous voyez, il y a un contrôle national et il y a un contrôle régional. Nous avons beaucoup de pouvoirs qui nous sont octroyés directement par le traité. Et aussi, il y a des possibilités de sanctions. Avant, par exemple, les réformes législatives, si vous avez des retards de paiement, il fallait voir le juge pour pouvoir obtenir des pénalités. Maintenant, depuis la réforme, vous n'avez plus besoin de juge, les pénalités sont automatiques. Donc, un mois après, ça commence à donner 5% d'intérêt. Vous voyez, ça veut dire que sur un an, si vous ne payez pas, c'est 60% de plus dans l'indemnisation. Pour cette direction rattachée au ministère des Finances, les sociétés d'assurance, au nombre de 28, jouent un rôle non négligeable dans le développement économique du pays. Aujourd'hui, le stock d'actifs mis à la disposition de l'économie dépasse les 210 milliards de francs CFA. Donc sous forme d'actions, d'obligations, de dépôts bancaires, d'immobilier. Donc en fait, l'économie en tire profit. C'est heureux que nos autorités actuellement soient en train de mener une politique d'émergence. Et quand on dit politique d'émergence, il faut des moyens financiers. Et nous, assureurs, nous sommes capables de mettre à la disposition de ce programme d'investissement plus de 500 milliards de francs CFA. En faisant comment? Avec la garantie retraite complémentaire, nous pouvons capter plus de 500 milliards de francs CFA. Toujours est-il que la proportion des assurés reste encore faible au Sénégal, moins d'1 million sur 14 millions d'habitants. Le SALU, la micro-assurance, lâche la fédération. Une micro-assurance pourrait intéresser une nouvelle cible, entre autres les pêcheurs, les cultivateurs ou encore les cireurs. Donc, large fenêtre consacrée au secteur des assurances. Pour en parler, M. Mandaou Kandji, expert dans le domaine des assurances, est l'invité de ECOMA, qui a été le fondateur de l'Institut interafricain de la formation des assurances et gestion des entreprises. Bonsoir, M. Kandji. Bonsoir, M. Dahaba. Vous avez également travaillé à la conférence interafricaine du marché d'assurance et évolué également à la direction des assurances du ministère des Finances. Mais à combien s'élève le marché de l'assurance africaine? Alors, au niveau, le marché de l'assurance africaine est estimé à 64 milliards de dollars. Alors, tout à l'heure, on a parlé donc de la part du Sénégal qui s'élève à 140 milliards, soit 233 millions de dollars en 2016. Alors, si vous rapportez ces 233 millions de dollars donc aux 64 milliards, vous voyez que nous sommes un peu loin. Un peu, donc, notre poids n'est pas effectivement très important, ce qui représente 0,31%. 0,31%, mais également, 0,31%. On parle du Maroc comme le pays, le royaume chérifien, qui domine le marché de l'Ouest africain de l'assurance, même la Côte d'Ivoire, on en parle. Mais aujourd'hui, est-ce que l'entrée du Maroc dans la CEDEAO, quand même, est-ce que le royaume chérifien ne risque pas de rafler toute la mise? Non, aujourd'hui, si on s'en fie aux chiffres de la Fédération des sociétés d'assurance, le Maroc, aujourd'hui, ne contrôle moins de 10% donc, de la production. Et je pense que son arrivée devrait permettre un peu d'augmenter le professionnalisme. Et je pense que, pour la petite histoire, je dois donc dire qu'en 1992, à l'initiative de la direction des assurances, une conférence donc, entre le Maroc, le marché marocain de l'assurance, et le marché sénégalais des assurances a été organisée. Et dans ce sillage, un comité
donc, a été créé. Je pense qu'il faudrait redynamiser ce comité pour véritablement intensifier les relations entre le Maroc et le Sénégal. Je pense que son arrivée, à mon avis, devrait permettre aujourd'hui d'augmenter le professionnalisme et également de permettre donc une concurrence saine. Pour les assureurs, le pari ou bien le défi, c'est quand même à gagner, c'est le défi de la crédibilité. Quelle lecture en faites-vous? Alors, pour la crédibilité, je pense que dans l'élément qui vient donc de passer, on a parlé un peu des problèmes qu'éprouvent les consommateurs pour pouvoir se faire indemniser, non seulement correctement, mais également dans des délais. Je pense que ça, c'est un gros défi qu'il faut relever. Et aujourd'hui, des initiatives sont en train d'être prises. Par exemple, au niveau de la Fédération des sociétés d'assurance, un mécanisme de constat à l'amiable a été mis en place qui permet, pour un peu les dégâts qui ne sont pas très importants, de pouvoir être donc indemnisés dans les 5 jours. Et s'il y a de gros dégâts, c'est dans les 7 jours. Alors, maintenant, il faudrait véritablement, de ce point de vue, que tous les acteurs jouent le jeu, toutes les compagnies d'assurance jouent le jeu pour approfondir cette expérience et pour véritablement la consolider. Naturellement, en assurant, ça c'est pour l'assurance, les dommages matériels consécutifs aux accidents de la circulation. Pour ce qui concerne le dommage corporel, le problème qui va se poser, c'est naturellement, ça peut prendre un peu plus de temps en raison de la consolidation. Puisqu'en fait, pour pouvoir être indemnisé, il faudrait que la victime puisse guérir et qu'on puisse effectivement l'envoyer pour pouvoir donc un peu faire l'expertise et déterminer le taux d'incapacité qui permettrait un peu de, sur la base donc, de ce taux, donc fixé par un médecin, et ce qui permettrait donc rapidement de calculer l'indemnité. Alors à ce niveau, peut-être ce qu'il faut souligner, c'est que les délais de consolidation peuvent être longs, mais également les délais au niveau de l'expertise médicale. Donc il faudrait qu'à ce niveau-là, que les compagnies fassent l'effort pour envoyer très rapidement donc les patients, les victimes, pour pouvoir faire l'expertise et liquider très rapidement donc l'indemnité. Et tout à l'heure, dans l'élément qui vient de passer, le directeur des assurances a parlé des pénalités. Effectivement, aujourd'hui, 5%. Si on n'arrive pas à percevoir quand même le minimum, est-ce qu'on pourra percevoir ces pénalités? Absolument. Et il vous a dit qu'on n'a plus besoin d'aller vers le juge. Aujourd'hui, vous prenez un avocat ou même vous prenez vous-même... Là aussi, c'est des dépenses supplémentaires. Hein? Oui, mais tout à fait. Bon, de toute façon, dans tous les cas, il faudrait que il y ait une contrainte. Voilà, il faut qu'il y ait une contrainte. D'où d'autres questions à l'invité, M. Kandji. M. Kandji, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire en vue d'inciter davantage les populations sénégalaises, les citoyens, à s'assurer davantage auprès des compagnies? Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans l'élément qui vient de passer, on a vu que moins d'1 million de Sénégalais sont intéressés par l'assurance. Pourquoi? Ça s'explique historiquement, puisqu'en fait, comme vous le savez, avec l'implantation au moment colonial, n'est-ce pas, donc des agences étrangères, donc l'assurance n'était destinée qu'aux entreprises, n'est-ce pas, du colonisateur et également des expatriés français. Donc aujourd'hui, il faudrait que, et ceci a continué pendant longtemps. Maintenant, de plus en plus, l'assurance est en train donc de faire un maillage avec la microassurance. Puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a une réglementation sur la microassurance. Et l'assureur doit faire l'effort, faire une tarification, donc avoir des cotisations assez faibles, mais également traduire les produits, les contrats qu'il vend dans les langues nationales pour pouvoir permettre aux gens un peu
de pouvoir s'assurer. Mais également, il faudrait, on a parlé tout à l'heure de l'accélération de la cadence de règlement, il faudrait également que la communication soit donc organisée. Également, je pense, aujourd'hui où on parle du relèvement du capital, puisqu'en fait le capital est passé de 1 milliard à 5 milliards, mais dans 5 ans, il faudrait relever également ce défi pour que nous puissions avoir des compagnies d'assurance solides pour pouvoir faire face donc, correctement aux engagements. Tout n'est pas rose, effectivement, dans ce secteur. Quels sont les freins quand même qui entravent à l'essor de ce secteur? Oui, en amont, tout à l'heure, on en a parlé. On a dit que jusqu'ici, la grande masse des populations n'était pas concernée, était exclue historiquement donc, du secteur de l'assurance. Donc, il faudrait, de ce point de vue, que les gens fassent des efforts pour diffuser l'assurance, n'est-ce pas, au fin fond du Sénégal. Et tout à l'heure, on a parlé de la microassurance, hein, donc, et on a parlé également de, si vous voulez, de la communication qu'il faudra véritablement donc, accélérer et également qu'il faudra organiser pour pouvoir donc, permettre à la plus grande masse de pouvoir avoir accès à l'assurance. Certainement, Abdou, vous avez une autre question? Bon, peut-être sur un peu le Maroc, hein. On l'a déjà évoqué tout au début. Le Maroc aussi, quand même, occupe une part importante pour ce qui est du secteur des assurances. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, son succès pour le marché sénégalais surtout? Tout à fait. Au niveau du Maroc, en 1995, l'autorité de régulation a pris des mesures qui ont permis un peu d'assainir le secteur. Les compagnies d'assurance dont la solvabilité était irrémédiablement compromise ont été donc écartées du marché. Et ensuite, leur réglementation a été modifiée, a été modernisée, ce qui fait que donc aujourd'hui le Maroc a pu assainir donc la situation de ce marché. Mieux, elle a su créer, grâce justement à l'appui des autorités, n'est-ce pas, donc des champions. Je pense qu'avec la réforme actuelle, nous pouvons avoir des champions qui pourront effectivement rivaliser avec toutes les sociétés. C'est ça justement la mission. Encore faudrait-il dans ce domaine quand même que l'on n'encourage pas quand même certaines procédures longues qui conduisent quand même à des abandons. Le secteur des assurances est un secteur qui est fortement régulé. Il y a des contrôles, n'est-ce pas, qui sont effectués. Également, aujourd'hui, il y a des contraintes qui sont mises en place pour pousser un peu les assureurs. Et il y a également, il faut le dire, qu'aujourd'hui, il y a l'assurance, jusqu'ici, jusqu'à une époque récente, jusqu'en 2011, vous pouviez contracter une assurance à crédit. Aujourd'hui, c'est systématiquement interdit. Donc, si vous avez une voiture que vous voulez assurer, vous êtes obligé de payer à l'avance et comptant. En retour, l'assureur est tenu. Donc, et ça, la réglementation l'y contraint, les contrôles contraignent, le relèvement, tout à l'heure, j'en ai parlé, du capital, n'est-ce pas, pousse tout cela à ce que l'assureur puisse donc régler de manière diligente donc ces engagements. Et j'ai parlé tantôt de l'initiative qui a été prise, Tahaoulen, qui permet tout de suite d'accélérer. Donc, c'est pourquoi, dès le départ, j'ai dit il faudrait que cette initiative-là puisse continuer. Et tout à l'heure, j'ai vu un chauffeur de taxi dire qu'effectivement, aujourd'hui, les assureurs, tout de même, donc, font correctement le travail. Je pense que ça, aujourd'hui, avec ces initiatives-là qui sont prises, les petits comme je l'ai dit tout à l'heure, les dégâts matériels qui sont réglés sans intervention. On parlait tout à l'heure d'une réglementation très rigoureuse, mais est-ce qu'il y a eu des sociétés qui ont été épinglées? Ah oui, oui. Elles sont au nombre de combien?
Alors, il y a, je ne sais pas si... On ne va pas les citer, mais on ne va pas les citer. Bon, je pense qu'à l'époque, il y avait, si ma mémoire est exacte, au moins 3 compagnies d'assurance. 3 compagnies d'assurance qui ont été fermées. Et non des moindres. Hein? Alors donc, ce qui fait qu'il y a eu quand même l'assainissement se poursuit. Je peux même dire 4. Puisqu'en fait, il y a une époque récente, il y a une compagnie qui a été fermée. Donc je pense qu'aujourd'hui, la CIMA, qui est l'autorité de régulation régionale, hein, donc, est en train véritablement de faire un travail de fond qui puisse nous permettre, à l'instar du Maroc, véritablement d'arriver à assainir notre marché et à développer et à créer des champions. Merci M. Kandji, c'était l'invité de Ecomac. On reste dans le milieu des affaires. C'est pour reparler de la vente de Wari à Tigo. Loin de connaître son épilogue, on pensait que la transaction était bouclée. Mais voilà qu'en 3e larron surgit suite quand même à un rebondissement signé de Millicom. Il y a le groupe Telinium. La vente de Tigo a été la vente de Tigo à Wari est-elle résiliée? Que peut faire l'État pour quand même arbitrer ces 2 protagonistes? L'enquête de Habibou Mbaye. Wari entre le marteau de Millicom et l'enclume de Telinium. Des contacts téléphoniques désespérément non concluants de ces 3 entités. Au finish, et à y voir plus clair, c'est un véritable flou qui entoure cette transaction depuis des mois. Loin de dégager une conclusion hâtive, on peut dire que le rachat de Tigo par le groupe Wari du Sénégalais Kabirou Mbodj n'a toujours pas révélé ses véritables secrets. Un grand deal dans le secteur des télécommunications sénégalaises que beaucoup considéraient comme inédit. La joie du repreneur ne sera que de courte durée, car la transaction semble coincée sur un prétendu non-respect des engagements. Du côté de Wari, on rejette catégoriquement dans un communiqué la rupture unilatérale par le groupe Millicom du contrat, car le dépôt initial de 10 millions de dollars est payé et le reliquat devrait être versé au plus tard le 2 novembre 2017. Le délai n'étant pas épuisé, voilà que le groupe luxembourgeois Millicom décide d'annuler l'accord de vente avec Wari pour non-respect de ses engagements. Une décision confinée dans 2 supposées lettres adressées à l'État du Sénégal dans lesquelles Millicom conclut un autre accord avec un autre Sénégalais, Yérim Sow et compagnie. Montant de la transaction 85 millions d'euros, équivalent de 55,6 milliards de francs CFA, soit 3,2 milliards de plus que Wari de Kabirou. Ainsi, une guerre de Troie semble s'ouvrir entre Millicom, Wari et Telinium, dans laquelle seul l'État du Sénégal semble détenir la clé de sa résolution pour mettre fin à cet imbroglio financier qui risque de saper les fondements de ce fleuron des télécommunications sénégalaises, Tigo, et menacer les emplois majoritairement sénégalais. Donc, espérons que cette guerre de Troie n'aura pas lieu. En tout cas, de notre côté, on a essayé d'entrer en contact avec les différentes parties que sont Wari, Millicom et Telinium. Elles n'ont pas voulu se prononcer à ce stade de l'affaire. Je vous invite à suivre la une du Soleil Business que mon confrère Abdou Diaw va vous présenter. Effectivement, le dernier numéro, c'est le 37, donc au 37e numéro. Donc, on a fait un grand dossier portant sur les ZES, les zones économiques spéciales que nous avons évoquées tout à l'heure, tout au début de cette émission. Il y a aussi une grande interview de Boileau Locaux, qui a été en fait représentant résident du Fonds monétaire international au Sénégal, qui devrait partir, céder la place. Et puis, bon, dans cette interview aussi, il a fait vraiment une grande situation. Il a fait la situation de l'économie du pays en parlant des performances, mais aussi les défis que le Sénégal devrait relever, quoi. Un autre papier sur l'affaire aussi Wari Tigo qui n'a pas encore connu son épilogue. Et là, on vient juste de suivre un élément sur cette affaire.
Et puis un reportage quand même sur le service traiteur, donc les restaurants qui essaient de chercher en quête d'autres marchés donc à Dakar. Et puis un papier sur l'aquaculture, donc dans le nord, donc précisément à Saint-Louis, que notre reporter est allé sur le terrain pour un peu voir ce qu'il en est concernant le secteur de l'aquaculture. Et puis on a 3 grands rendez-vous dans le mois de septembre, Abdou. Là, c'est pour nos téléspectateurs concernant l'agenda économique de ECOMAC. 3 rencontres que nous avons jugées aussi importantes à vous faire connaître. La première rencontre est prévue le 19 septembre, c'est les rencontres économiques de l'Institut du monde arabe. Donc c'est un forum Afrique, monde arabe et la France qui se tiendra le 19 septembre à Paris sur le thème « Construire un avenir économique commun ». Le deuxième événement se passe le 14 septembre, donc c'est le Salon international des produits et services halal à Marrakech au Maroc. Et le troisième et dernier événement, donc c'est la rencontre sur les contrats miniers et négociations qui va se tenir, qui sera organisée à Dakar à l'Institut de développement politique et économique à Dakar. Le 4 septembre. Oui, le 4 septembre. Hein, rendez-vous, notez à présent votre rendez-vous économie sur la RTS1 ECOMAC en partenariat avec Le Soleil. C'est terminé, on se retrouve dans un mois sur la RTS1, bien sûr.